Bonsoir à tous, bienvenue, merci beaucoup de votre présence. Quelques mots avant de lancer cette quatrième rencontre de notre cycle des petites leçons de ville, consacrée cette année, je vous le dis à chaque fois, aux matériaux, et je vous rappelle le titre comme d'habitude, Matières de ville, emploi et réemploi des matériaux de construction parisiens. Avant-dernière rencontre de la série, nous parlions du bois il y a 3 mois, de la pierre il y a 2 mois, de la brique le mois dernier, et nous parlerons dans un mois du béton, et ça sera aussi l'occasion de faire une petite synthèse de nos 5 discussions sur les 5 matériaux principaux de construction à Paris. Et donc en attendant, aujourd'hui nous parlons du métal. 3 interventions pour transmettre 3 points de vue sur le matériau métal. Pour ouvrir nos discussions, je me tourne vers Marc Lecoeur. Bonsoir Marc. Grand habitué des petites leçons de ville, c'est votre 3e participation. Vous êtes historien de l'art, enseignant à l'école spéciale d'architecture, et donc vous nous avez déjà montré l'an dernier toutes vos connaissances dans l'architecture des gymnases, dans l'architecture des théâtres, et ce soir, vous nous avez préparé une petite leçon sur l'architecture de métal. Donc vous allez nous présenter une série, une liste, je dirais, d'éléments de compréhension des mots, des thématiques à partir desquelles on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est finalement que la construction métallique. Je vous laisse la parole. Merci David. L'histoire du métal, en fait, ce n'est pas vraiment un parcours historique qu'on va faire maintenant, c'est plutôt une évocation par petites touches de ce qu'a apporté ce métal sous ses diverses formes à l'architecture, et pour voir combien il a révolutionné non seulement l'architecture, mais même la façon de penser, de faire de l'architecture. Pour montrer également combien il a permis de réaliser également des rêves ancestraux. On va en voir quelques exemples. Le métal, en fait, existe dans l'architecture depuis extrêmement longtemps. À Paris, puisque je m'en tiendrai essentiellement au cadre parisien, on trouve le métal dans quantité de bâtiments. On en trouve dans les bâtiments gothiques déjà, sous diverses formes. On le trouve sous la forme de tirants, d'agrafes, de barres de métal. Le métal était donc, le fer forgé à l'époque, était donc un outil, un matériau qui était un matériau qui permettait dont on pouvait tirer parti pour améliorer les possibilités de la construction en maçonnerie. On trouve également des monuments parisiens où le métal se présente de manière plus insidieuse. On ne le voit pas, il est caché. C'est ce qu'on appelle la pierre armée, c'est-à-dire des pièces de métal qui, noyées dans la maçonnerie, vont permettre de donner de meilleurs efforts constructifs aux grandes portées, en particulier aux linteaux et aux architraves. On en trouve notamment dans la colonnade du Louvre au XVIIe siècle de Claude Perrault, mais également, c'est la première image que je vous montre ici, dans le Panthéon. Voilà une gravure qui paraît en 1797, qui est réalisée par Rondelet, qui était le successeur qui était le collaborateur de Soufflot, et a été ensuite son successeur à la mort de Soufflot en 1780. C'est lui qui a terminé le Panthéon. Et les problèmes se sont assez tôt posés après la mort de Soufflot, des problèmes techniques. L'ambition de Soufflot était sans doute un peu trop prononcée, et des problèmes structurels se sont posés auxquels il a fallu remédier. Rondelet donc se penche sur la question et publie notamment cette gravure formidable qui montre en quelque sorte une radiographie de la construction. Le titre qui est donné à la planche, c'est exactement celle-ci: armature des fers qui sont dans le mur du fronton du péristyle du Panthéon français. Vous savez que le Panthéon, construit comme basilique de Sainte-Geneviève, était devenu précisément un Panthéon au moment de la Révolution. Le métal a vraiment changé de nature au moment de la Révolution industrielle. Le métal qui était jusqu'à présent essentiellement du fer forgé, donc martelé à la main, va être désormais produit mécaniquement. Le fer sera laminé, il sera profilé. On va voir se développer également la fonte qui, elle, sera moulée. Ces 2 matériaux qui vont traverser le XIXe siècle ayant des propriétés particulières. Le fer travaillant volontiers à la compression et la fonte, au contraire, à la traction. Non, c'est le contraire, pardon. C'est absolument le contraire. La fonte travaille à la compression et le fer, à la traction. L'une des premières manifestations du métal va être dans le franchissement des grands espaces. Voilà, franchir donc le premier de nos éléments de compréhension dont on parlait.
Franchir, ça veut dire que les possibilités offertes par ce nouveau matériau vont permettre de se substituer à la pierre ou au bois d'ailleurs pour franchir des cours d'eau. On va donc trouver le métal dans des ponts. Le premier pont construit en métal est construit en Grande-Bretagne. On est dans les années 1770. Et le premier pont construit à Paris dans ce matériau, c'est le pont des Arts. On est sous le Premier Empire, à la veille du Premier Empire, pardon, sous le Consulat. C'est un pont avec une construction hybride. On a des piles de maçonnerie, on a une charpente en fonte, donc avec des éléments assemblés, et un tablier en bois. Ce pont des Arts, ou cette passerelle des Arts, sera reconstruit quasiment à l'identique dans les années 1980. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc, passé le franchissement, on en vient à la couverture, et donc couvrir, le deuxième mot. Alors, la couverture est une chose très importante parce que c'est par là que le métal rentre véritablement dans l'architecture. L'architecture des ponts, la construction des ponts tient des ouvrages d'art. Le fer, le métal rentre dans l'architecture par les toits. Pour une raison très simple, c'est que les charpentes en bois, naturellement, se prêtaient volontiers à des incendies. Et on estime, quand le métal se développe, on estime que ces matériaux nouveaux peuvent offrir une meilleure résistance aux incendies, en particulier dans certains types de bâtiments plus vulnérables, tels que les théâtres, par exemple, ou les bibliothèques. Les premières charpentes sont construites dès la fin du XVIIIe siècle, les premières charpentes métalliques, et l'on va voir un premier grand chef-d'œuvre, là aussi au début du XIXe siècle, c'est l'immense coupole en fer de la halle au blé. La halle au blé avait été construite dans les années 1760 par l'architecte Le Camus de Mézières. C'était un bâtiment annulaire dans le quartier des Halles de Paris. Bâtiment annulaire organisé autour d'une cour circulaire à ciel ouvert. Cette cour a été couverte par une première charpente au bout de quelques années, construite en bois, avec un procédé de construction en bois inventé par Philibert Delorme au XVIe siècle, un procédé de construction en petit bois. Cette charpente, hélas, va brûler assez vite et va donc être remplacée par cette seconde charpente métallique tout à fait remarquable par son ampleur, construite sous le Premier Empire par Bélanger et l'ingénieur Brunet. La halle au blé sera reconstruite dans les années 1880, c'est l'actuelle bourse du commerce, mais la charpente métallique subsiste encore. On voit la photographie en bas à gauche, vous montre le bâtiment dans les années 80 quand il est en quelque sorte dépecé pour faire place à la bourse de commerce, pardon. Mais on voit que la structure métallique a été conservée et on peut la voir. Maintenant, le bâtiment est en travaux, comme vous le savez, mais on pourra la retrouver dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas très bien combien de temps vont durer les travaux. La grande photographie vous montre la partie supérieure de cette magnifique charpente métallique, puisque la partie inférieure est recouverte depuis le XIXe siècle d'un énorme décor peint. L'intérêt que les architectes ont pu avoir pour ces matériaux nouveaux tient en fait à deux rêves des architectes ou deux grandes ambitions des architectes. La première est une ambition qui traverse l'histoire de l'architecture, c'est-à-dire le rêve d'avoir des espaces couverts les plus vastes possibles. Couvrir le plus d'espace possible en limitant au maximum la matière. Ça, c'est un des rêves des architectes depuis toujours, quasiment. Le deuxième facteur qui va entraîner le succès de la construction métallique, en particulier en France, tient à un autre facteur qui est plus spécifiquement français. C'est le goût des constructeurs français pour la chose construite, pour les expérimentations constructives et pour les performances constructives. C'est quelque chose qui traverse l'histoire de l'architecture, depuis l'époque médiévale, naturellement avec la construction des cathédrales gothiques, mais également au XVIe siècle, par exemple, avec un architecte comme Philibert Delorme, au XVIIe, par exemple, avec un architecte comme François Mansart, au XVIIIe, par exemple, avec un architecte comme Jacques Germain Soufflot, pardon. On voit comme ça cette succession d'architectes qui ont tous en commun ce goût immodéré pour la chose construite et l'expérimentation constructive. Ce matériau donc va être très vite approprié par les architectes, mais de façon finalement assez différente. L'imaginaire lié à cette question des grands espaces se manifeste dans les gares de chemin de fer, par exemple. L'une des plus anciennes gares de chemin de fer parisiennes, c'est la gare de l'Est. C'est la plus ancienne encore en exercice
Il existait des gares avant la gare de l'Est, mais qui ont été reconstruites plusieurs fois depuis. La gare de l'Est, elle, est la seule de cette génération à avoir survécu, bien que transformée au fil du temps, mais l'essentiel est encore là. Et la silhouette de la gare de l'Est, de façon tout à fait étonnante, reprend, comme sur la forme d'une citation quasiment explicite, un projet auquel avait rêvé précisément Philibert Delorme, le grand architecte français de la Renaissance au XVIe siècle, qui était un projet de basilique royale qu'il imaginait construire grâce à ce système de charpente en petit bois, dont j'ai déjà évoqué le principe, qu'il avait mis au point. Philibert Delorme, pour montrer que son système est extrêmement performant, publie dans son traité d'architecture ce projet qui est un immense espace couvert qui a environ 80 mètres de long, 40 toises de longueur, sur 25 toises de large, c'est-à-dire presque 50 mètres de largeur. Tout ça sans point d'appui intermédiaire. Le projet de Philibert Delorme est resté un projet de papier. Il a eu l'intelligence de le publier, de sorte qu'on le connaît. On l'a bien connu, les architectes l'ont bien consulté, ce projet, mais il n'a jamais pu le mettre en œuvre. Et en quelque sorte, les architectes au XIXe siècle vont donner forme à ce rêve de Philibert Delorme. Vous voyez que la ressemblance est tout à fait évidente et de mon point de vue, pas du tout fortuite, à travers un programme tout à fait nouveau et la mise en œuvre de ce matériau tout à fait nouveau également, qui va permettre donc d'avoir de très grands franchissements, de façon à pouvoir faire rentrer sous ces grandes halles les trains des premières gares de chemin de fer. Voilà le plan de masse de la gare de l'Est dans son premier état en 1850. Elle est aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus large. Elle a été agrandie au fil du temps, mais l'essentiel de sa silhouette subsiste encore de nos jours. Les gares de chemin de fer sont donc un des programmes dans lequel le métal se développe très volontiers. L'association d'un matériau industriel et puis d'un mode de déplacement qui est également issu lui-même de la révolution industrielle. Un autre type de grands espaces également qui va se répandre au milieu du XIXe siècle, ce sont ces énormes pavillons qu'on va construire à l'occasion des grandes expositions organisées de façon à peu près régulière à partir de 1851, les expositions universelles. La première exposition universelle est construite à Londres, est organisée à Londres en 1851. La seconde est organisée à Paris en 1855. Et dès l'organisation de ces premières expositions, il apparaît nécessaire d'avoir de très vastes espaces de façon à y présenter les énormes machines que les industriels veulent pouvoir présenter eux-mêmes au public. L'exposition de Londres de 1851 a permis la création d'un chef-d'œuvre qui s'appelle le Crystal Palace, aujourd'hui détruit, mais édifice de fer et de verre mythique. L'exposition suivante à Paris permet la construction du Palais de l'Industrie, qui sera démoli une cinquantaine d'années plus tard pour faire place au Grand Palais et au Petit Palais de l'exposition de 1900. Donc on est entre la Seine et les Champs-Élysées. Et l'on voit que la silhouette, la volumétrie générale du bâtiment qu'ont adopté les deux auteurs, là aussi, fait une sorte de clin d'œil, à mon avis tout à fait volontaire, au projet de basilique royale de Philibert Delorme. On voit que ces architectes, manifestement, ont une sorte de fierté de pouvoir réaliser en quelque sorte ce que Philibert Delorme avait rêvé sur le papier. Les expositions universelles vont ensuite produire des édifices de plus en plus grands. Je vous montre, mais l'édifice est bien connu, évidemment l'un des plus célèbres d'entre eux, la Galerie des Machines de l'exposition universelle de 1889. On reste à Paris, c'est la 4e exposition universelle parisienne. La 5e et dernière aura lieu en 1900, pour le XIXe siècle. Cette Galerie des Machines, d'une audace tout à fait extravagante, avait comme dimension, je me penche dans mes notes, 420 mètres de longueur et 115 mètres de portée latéralement. Tout ça sans point d'appui, c'est tout à fait extravagant, et presque 50 mètres de hauteur. Là aussi, on voit le rêve réalisé enfin d'un espace couvert absolument démesuré. Jamais on n'avait atteint de telles dimensions dans l'histoire. Alors quand on parle d'architecture métallique, évidemment, on a envie de parler de préfabrication. Préfabriquer, c'est le mot suivant que vous avez choisi de nous livrer. Alors, la préfabrication est liée à la nature industrielle du matériau. C'est un bouleversement complet dans la pratique architecturale. Les éléments qui vont servir à la construction sont préparés en usine, apportés sur le chantier et montés simplement sur le chantier, comme on montrait aujourd'hui un mécano. Ça nécessite également un changement complet dans la conception des bâtiments,
puisqu'il va désormais s'agir de concevoir un nombre limité d'éléments qui seront donc produits en usine, déplacés et remontés sur place. Je prends un exemple bien connu des Parisiens, mais qui sans doute me semble le plus parlant pour cette question de la préfabrication et l'intérêt que ça peut avoir dans l'architecture. C'est le cas des entrées de métro qu'a dessiné l'architecte Hector Guimard en 1900. Ces entrées de métro sont constituées de différents types d'éléments. On a une structure primaire qui est une structure en fer, et sur cette structure primaire qui est extrêmement légère vont venir s'accrocher d'autres éléments métalliques et surtout des éléments de fonte, donc des éléments moulés, notamment ces grands médaillons bien connus avec le M un peu stylisé du métropolitain. Le principe est non seulement original dans son aspect, il y a quelque chose de très organique, évidemment, quelque chose qui tient naturellement de l'Art Nouveau, c'est d'une très grande beauté plastique, mais c'est également très très malin en termes de conception même. Voilà une entrée de métro, c'est celle du métro Raspail, entrée très large puisqu'elle fait 5 travées de large. Ici, donc on voit bien que c'est une entrée tout à fait importante, mais on voit aussi, si l'on regarde d'autres entrées de métro ailleurs dans Paris, que le même principe va permettre de s'accorder à des dimensions moindres. Il y a là un projet qui est extrêmement souple. Voilà à gauche une des sorties du métro Saint-Michel, on n'a plus que 3 travées, ce sont bien les mêmes éléments qu'utilise Guimard, ou à droite une des sorties du métro Temple. Vous relèverez d'ailleurs que si ces deux sorties de métro sont larges de 3 travées chacune, celle de Temple est sensiblement plus large, puisqu'il y a un espace vide entre les grands médaillons de fonte, beaucoup plus large qu'ici à Saint-Michel. Donc on voit que l'emploi de ce matériau, la façon dont Guimard conçoit son projet, donne une très très grande souplesse et permet de s'adapter à tous les types d'espaces auxquels on devait se prêter pour créer donc ces sorties ou entrées de métro. La question du transport qui suit, forcément. Alors, puisqu'on peut fabriquer en usine les éléments, les apporter ensuite sur le chantier pour les monter sur le chantier, on peut naturellement, dans l'autre sens, démonter les bâtiments et les transporter ailleurs. C'est aussi une nouveauté tout à fait extravagante. Je vous montre là un édifice qui est très peu connu, mais qui est très très intéressant, qui a été conçu à Paris, fabriqué à Paris, mais qui n'est pas resté à Paris, puisqu'il est parti à Fort-de-France. C'est la bibliothèque Schœlcher. La bibliothèque Schœlcher a été conçue par un architecte français, Pic, qui conçoit, fabrique et monte son édifice donc, à Paris, et qu'il va présenter aux Parisiens dans le Jardin des Tuileries. La gravure vous montre d'ailleurs le pavillon de Marsan, ici, la rue de Rivoli, est là sur la gauche. Cette bibliothèque Schœlcher est présentée en 1887 et elle est présentée provisoirement ici, elle n'est pas destinée à rester de façon permanente sur ce site. Elle est destinée à être donc ensuite démontée et transportée de l'autre côté de l'océan Atlantique. C'est une forme de révolution dans ce qu'on appelle les architectures mobiles, quelque chose de tout à fait ingénieux. L'ossature est métallique, on a un simple remplissage de panneaux de béton aggloméré et d'une cloison de briques à l'intérieur. Il y a une isolation, un vide isolant qui permet pour la bibliothèque, une fois transportée, de lutter contre la chaleur naturelle du climat. Et Henri Pic va, quelques mois plus tard, après la présentation de cette bibliothèque dans le Jardin des Tuileries, écrire les phrases que je vous cite parce qu'elles disent quelque chose aussi de la nouveauté du métal dans l'architecture. Voilà ce qu'écrit Pic. Les immenses progrès de l'industrie moderne permettent donc désormais au pays dépourvu d'artistes et de moyens de production architecturale de se donner malgré cela le luxe de monuments. Ce premier exemple, sa bibliothèque, a déjà eu des imitateurs. C'est ainsi que la République argentine, le Chili et d'autres États peut-être vont faire construire pour l'exposition de 1889 à Paris, l'exposition à venir, des palais qui, après avoir servi aux exhibitions du Champ de Mars, seront démontés pour être ensuite transportés et réédifiés dans ces lointains pays. Je ne doute pas que prochainement nous n'arrivions non pas à expédier un simple monument, mais bien des villes entières pour remplacer ces villes de bois qui, en une nuit,
disparaissent dans un incendie. Notre exposition de 1889 montrera tout ce que la science et l'industrie peuvent produire sur ce sujet. On voit là aussi qu'il y a quelque chose qui est absolument révolutionnaire. Jamais dans l'histoire on n'avait encore pu construire et transporter aussi loin un bâtiment entier. Je vous montre une image aussi amusante pour vous montrer que ça peut s'appliquer à des bâtiments tout à fait modestes. La gare de Meulan, en banlieue parisienne, où l'on a ici une ossature métallique, un simple squelette avec un remplissage de briques. Là aussi, voilà un type de bâtiment tout à fait simple qu'on peut reproduire à plein d'exemplaires et dont on pouvait inonder qu'on pouvait construire le long d'une ligne de chemin de fer de manière tout à fait simple. Et puis, d'une manière un peu plus liée à l'actualité culturelle de ces dernières semaines, je voulais mentionner dans cette idée aussi de la transportabilité, je ne sais pas si le terme existe, pas très joli terme, la mobilité, disons, de ces architectures, mentionner naturellement le nom de Jean Prouvé et l'exposition qui s'est tenue en Arles jusqu'au 1er mai dernier, la présentation de 12 constructions de Jean Prouvé, 9 maisons, 2 écoles et une station-service. En voici 2 photographies. 2 des pavillons qui étaient montrés à l'extérieur, les autres étaient montrés sous cette immense halle qu'on devine sur la droite, et puis la vue intérieure d'une des maisons de Prouvé. Pour souligner cette chose tout à fait extravagante, qui est presque la suite logique de cette question d'une architecture qu'on monte et qu'on démonte à volonté, cette chose tout à fait extravagante de bâtiments qui deviennent en quelque sorte des objets de collection. Ces maisons de Prouvé deviennent des objets d'art, qui appartiennent d'ailleurs à une galerie d'art, qui ont été achetés, démontés, qui sont remontés pour des expositions ponctuelles, pour être montrés, mais qui n'ont plus d'usage propre. Ce ne sont plus que des objets d'art, comme le mobilier qu'a dessiné Prouvé, à une échelle un peu plus grande. Évidemment, c'est plus difficile de mettre un pavillon comme ça dans son salon. L'une des constructions qui a été montrée est celle-ci. C'est celle qui a donné d'ailleurs son titre à l'exposition. C'était la maison Les Jours Meilleurs, que Prouvé avait réalisée à la demande de l'abbé Pierre en 1956. On était dans une situation d'urgence, il fallait héberger des milliers et des milliers de familles. L'hiver, vous vous souvenez, vous savez en tout cas de la légende collective, la mémoire collective, l'hiver 56, c'était un hiver glacial. Et Prouvé avait mis au point ce type de maison très économique, reproductible, pour l'hébergement d'urgence, qui n'a pas eu, hélas, le succès qu'on pouvait attendre, et qui a valu quand même à Prouvé ces quelques mots de Le Corbusier tout à fait remarquables. Jean Prouvé a élevé sur le quai Alexandre III. Cette maison a été présentée, le prototype a été présenté à Paris sur le quai Alexandre III. La plus belle maison que je connaisse, c'est Le Corbusier qui écrit, le plus parfait moyen d'habitation, la plus étincelante chose construite, et tout cela étant vrai. Le Corbusier souligne en vrai, et tout cela étant vrai. Bâti, réalisé, conclusion d'une vie de recherche, et c'est l'abbé Pierre qui la lui a commandé. Un hommage tout à fait remarquable. Alors, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, la trame, on en parlait, donc c'est la prochaine thématique, tramer. Alors la trame était également une conséquence de l'industrialisation, de la préfabrication, qui va également bouleverser la pratique architecturale. Le bâtiment sans doute le plus emblématique de cette question-là, hélas disparu, ce sont les halles centrales de Paris, construites par Victor Baltard et Félix Calais. On oublie souvent Calais, c'était 2 dans le projet, qui consistait en 10 pavillons formant 2 corps de bâtiments séparés par une rue, les pavillons étant elles-mêmes séparés dans chacun des 2 corps par des rues couvertes. Les pavillons à l'extrémité, du côté précisément de la bourse de commerce déjà évoquée tout à l'heure, non, d'ailleurs qui était encore là à l'Oblé, avec cette coupole de Bélanger et Brunet qu'on a vu tout à l'heure. Les 4 pavillons qui faisaient le tour ici sur la vue perspective ne seront réalisés qu'au XXe siècle. 10 pavillons donc seulement sont réalisés au XIXe siècle. C'est un projet qui est évidemment un projet tout à fait majeur, un projet de longue date de reconstruction des halles centrales qui était évoqué déjà sous le Premier Empire, qui va avoir un début d'exécution sous la Seconde République. Le projet de Baltard et Calais est adopté. Ce sont des pavillons en pierre avec une structure métallique à l'intérieur. Le président de la République d'alors, qu'on appelle le prince-président, Louis-Napoléon Bonaparte, vient poser la première pierre du premier des pavillons des nouvelles halles. Quelques mois passent, le premier pavillon est terminé. Entre-temps,
la politique a changé. On est passé de la Seconde République au Second Empire. Le prince-président est devenu l'empereur Napoléon III. Et Napoléon III revient sur le chantier pour voir le pavillon, le premier pavillon, qu'on appelait le pavillon de pierre, terminé. Ce pavillon avait une très très mauvaise réputation déjà auprès des commerçants et des Parisiens par sa lourdeur, son caractère de forteresse. On le surnommait le Fort des Halles par un jeu de mots. Vous savez que les forts des Halles étaient les porteurs des manutentionnaires. Donc le bâtiment était surnommé le Fort des Halles. Et Napoléon III va décider, celui-là même qui avait posé la première pierre, va décider la destruction de ce pavillon de pierre et va dire à Baltard et Calais, écoutez, c'est pas du tout ça, on va tout reprendre à zéro. On va refaire un projet. Vous allez faire un projet sur de nouvelles bases. Napoléon III aurait dit, ce sont de simples parapluies qu'il me faut. Ce sont de simples parapluies qu'il me faut. Du fer, rien que du fer. L'analogie ferroviaire est également reprise par Napoléon III, qui dit qu'il convient de s'inspirer des gares de chemin de fer. Ce qui est intéressant, c'est que la métaphore du parapluie, qui se prête évidemment très bien à la construction métallique, avait un sens tout à fait particulier dans le cas des Halles, puisque les commerçants, ceux qui n'étaient pas abrités par les différents bâtiments existants des Halles, s'abritaient précisément sous des parapluies, sous de grands parasols. Donc Napoléon III suggère que cet usage du parapluie, c'est-à-dire un simple toit, en fait, devienne un monument, un véritable monument, et donc prenne la forme de ces pavillons-là, qui seront terminés en 1874. Le plan est très remarquable, le plan d'un des corps de bâtiment. Donc on a 6 pavillons reliés entre eux par des rues couvertes. Ce qui est très remarquable, c'est le plan tramé, puisque pour avoir une construction la plus économique possible, Baltard et Calais adoptent le principe d'une trame de 6 mètres. Il s'en explique. 6 mètres, ça correspond à un passage de 2 mètres et à 2 échoppes de part et d'autre, également de 2 mètres. Chaque commerçant aura donc son échoppe particulière, la même que celle des voisins. Tous les commerçants auront le même accès au public, il n'y aura pas de bonne place ou de mauvaise place. Les circulations du public, des visiteurs se feront de la même façon un peu partout. Mais cette trame de 6 mètres va engendrer l'ensemble va déterminer l'ensemble du projet. Certains des pavillons, les pavillons carrés, feront 9 travées sur 9, donc 6 x 9 mètres de côté. Les autres pavillons, ceux qui sont rectangulaires, feront 9 travées sur 7. Voilà donc un système de plan tramé tout à fait remarquable. Je passe peut-être sur le plan du sous-sol pour vous montrer ici cette coupe qui vous montre donc les rues couvertes, les pavillons, et vous montre également ce système tout à fait remarquable de ces travées de 6 mètres qui pouvaient être soit complètement ouvertes, soit complètement fermées par les cloisons de briques qui stoppaient le vent et les persiennes de verre qui permettaient à l'air de circuler tout en apportant de la lumière, soit partiellement ouvertes seulement. On a là le début de ce qu'on appellera plus tard, en quelque sorte, la façade libre, le terme de Corbusier, puisque la façade est dégagée de ces contingences matérielles. On n'a plus qu'une structure de poteaux qu'on remplit de la manière qu'il convient selon les endroits de la façade, qu'on soit le long des rues couvertes, à l'extérieur. On est tout à fait libre d'occulter ou pas chacun des côtés. Le prochain focus s'appelle révéler ou pas. Donc c'est est-ce qu'on montre le fer ou est-ce qu'on ne le montre pas, c'est ça? Alors c'est la grande question, c'est est-ce qu'il faut montrer le métal ou ne pas le montrer. Ça c'est une question qui traverse également toute l'architecture du XIXe siècle. Je vous montre ici un premier exemple, là aussi pas très connu mais qui est très remarquable. La cité de Napoléon, un des premiers ensembles de logements sociaux voulus par le prince président du Napoléon Bonaparte, donc sous la Seconde République, d'où le nom de cité Napoléon, avec ce bâtiment couvert par une verrière et ses planchers ajourés qui vont permettre à la lumière de traverser le bâtiment de part en part. C'est un bâtiment remarquable. Les planchers ici sont presque des passerelles jetées au-dessus du vide. Il y a quelque chose d'un peu pyrénéen dans cette architecture. Le fer est évidemment largement exploité, largement montré. Ça convient bien, tout le monde s'en satisfait. C'est du logement social. On s'en satisfaisait pour les halles, tout le monde trouvait le bâtiment très remarquable. On s'en satisfait pour les gares de chemin de fer. Tous ces usages sont tout à fait légitimes pour montrer le fer. Certains usages sont jugés, par contre, absolument illégitimes. Voilà le cas du Nouvel Opéra de Paris, par exemple, de Charles Garnier. Les photographies du chantier, si intéressantes, de Delmet et Durandel, trahissent ce qu'on ne voit nulle part, c'est-à-dire la structure entièrement métallique du monument. C'est une immense cage de fer. Voilà une photographie prise de la cage de Seine pendant le chantier. Et cette énorme toile d'araignée, c'est rien moins que le plancher de la salle de spectacle.
Donc vous voyez bien que le métal est absolument partout. En revanche, il est absolument invisible une fois que le bâtiment est terminé. Garnier s'en est expliqué. Pour lui, le fer n'avait d'intérêt, n'était bon que pour, je cite, le point d'appui et la couverture. Donc la réduction des points d'appui et le couvrement, mais il ne trouve aucune légitimité artistique au fer. Exemple analogue à la même époque, l'église de la Trinité, par Théodore Balue. Voilà également une église qui tire parti d'un grand squelette de fer. Après tout, le fer permet des prouesses dont on aurait tort de se priver. En revanche, Balue estime que pour une église, il n'est pas nécessaire, ou du moins il n'est pas indiqué de le montrer. Donc le fer est invisible, on le voit sur la coupe. Vous voyez, ces grands arcs en plein cintre sont bien des arcs en fer. Quand vous êtes sous la nef, je vous mets au défi de trouver un élément métallique. C'est très différent. La démarche va être très différente chez d'autres architectes, et notamment quelques années plus tôt chez les architectes Boileau et Luçon, qui construisent l'église Saint-Eugène dans le 9e arrondissement de Paris, une église extrêmement remarquable, qui est la première église construite entièrement en métal. Structure métallique qui met en valeur les grands atouts du matériau, son extrême légèreté. Les points d'appui sont réduits à leur plus simple expression, les colonnes sont d'une finesse tout à fait remarquable, l'espace est parfaitement lumineux, l'espace, on rentre dans l'église, on embrasse d'un seul coup d'œil tout l'espace, il n'y a aucun espace caché, il n'y a plus de nécessité de murs. Les façades de l'église elle-même sont de simples voiles qui enferment l'église, les façades n'ont plus de rôle structurel. Cette église va soulever une polémique extrêmement vive entre Boileau et Eugène Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, qui est le grand apôtre du métal et qui est également le grand apôtre du gothique, va juger cette œuvre absolument indigne. On pourrait s'en étonner. Après tout, pourquoi Viollet-le-Duc trouvait-il ça si indigne? C'est parce que Viollet-le-Duc estime qu'il est indécent d'utiliser pour des formes qui ont été conçues pour de la pierre un matériau autre. Viollet-le-Duc écrit dans ses entretiens pour l'architecture, puisque nous changeons la matière, la forme doit changer. Le pastiche de forme gothique, voilà ici des voûtes d'ogive par exemple, ou des arcs brisés. Le pastiche de forme gothique avec la fonte est pour quelqu'un comme Viollet-le-Duc un véritable non-sens. Il aurait convenu d'inventer des formes appropriées à ce matériau nouveau. Donc on voit que le métal suscite également des débats qui sont tout à fait passionnants sur la question de l'ornement et des questions structurelles et du rapport de la structure et de l'ornement, je vais y revenir. Voilà d'autres photos de cette église tout à fait remarquable où l'on voit bien le caractère industriel tempéré par ce décor, sa polychromie et ses formes gothiques. Une autre église qui met en œuvre le métal, l'église de Saint-Augustin de Victor Baltard, celui des Halles. Une enveloppe de maçonnerie assez lourde à l'extérieur, le dôme que vous connaissez, qui est assez présent dans le paysage parisien, et puis une structure métallique à l'intérieur de murs en maçonnerie, indépendante de la maçonnerie, qui vient simplement s'agrafer en quelque sorte avec ces sortes d'énormes agrafes à la maçonnerie. Là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, de tout à fait remarquable. Le métal ici se révèle pour ce qu'il est, sans fausse honte, et Baltard en tire des partis extrêmement puissants. On est ici à l'aplomb du dôme. Vous voyez ces énormes agrafes ici, qui rendent solidaire la structure métallique et les murs du pourtour, ou ici une autre photo également à l'aplomb du dôme. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Plus tard, on aura à la toute fin du XIXe siècle une autre expérience encore tout à fait radicale, l'église Notre-Dame du Travail dans le 14e arrondissement, où l'architecte cette fois utilise le fer, alors cette fois c'est bien du fer, c'est plus de la fonte, pour ses propriétés industrielles, sans masquer aucunement ce caractère industriel. Le prêtre s'en satisfaisait, le nom même de la paroisse, Notre-Dame du Travail, dit bien sa vocation, c'est une église de travailleurs, et le prêtre estimait qu'après tout, les ouvriers ne seraient pas dépaysés dans sa paroisse, puisqu'ils retrouveraient dans l'église le matériau ou l'aspect qui fait leur cadre quotidien. Église également très remarquable. Je vous mets ici, je vous confronte les deux églises de Saint-Eugène et Notre-Dame du Travail à 50 ans d'intervalle pour montrer qu'on est vraiment passé dans une reconnaissance des propriétés du matériau tout à fait intéressante. Et j'en viens à un architecte également très important, donc c'est l'architecte Henri Labrouste, déjà évoqué tout à l'heure, qui, avec deux bibliothèques magistrales, va donner ses véritables lettres de noblesse au métal. Si les bibliothèques de Labrouste sont si importantes dans l'histoire du métal, ça n'est pas pour leur prouesse structurelle particulière. Il n'y a aucune prouesse, les portées sont des portées relativement discrètes. Ici, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, on a une dizaine de mètres de portée
des arcs, 2 séries d'arcs en plein cintre, donc 2 voûtes en berceau parallèles. Rien d'extravagant en termes de portée. La véritable révolution du bâtiment, c'est que précisément dans un bâtiment aussi noble qu'une bibliothèque, la Brouste utilise le métal, le montre et en tire des effets ornementaux, décoratifs, absolument singuliers et inédits. C'est la véritable révolution. On voit que sa démarche est absolument différente de celle d'un Charles Garnier ou d'un Théodore Balue. Je mentionne ici quand même que tous trois sont des premiers grands prix de Rome d'architecture. Donc ce n'est pas une question de formation ou de je ne sais quoi. Ce sont 3 grands architectes qui ont fait leurs preuves dans le cadre de leurs études, mais qui ont une approche tout à fait différente de ce matériau nouveau. La Brouste avait comme prix de Rome d'architecture séjourné longtemps en Italie, 5 ans, et ramené d'Italie des centaines de dessins. Et voilà 2 dessins, parmi ceux qu'il a exécutés en Italie entre 1825 et 1830, qui témoignent aussi d'un imaginaire. La Brouste a été très frappée, comme d'autres, évidemment, par les peintures réalisées dans l'Antiquité sur les maisons de Pompéi. Il en relève le dessin pour lui-même, sans savoir que 30 ans plus tard, après avoir fait ses dessins, il pourra, grâce à ce matériau nouveau qu'est la fonte, donner forme aux rêves des décorateurs romains. 2000 ans plus tôt, il n'était pas question d'élever des colonnes aussi graciles et d'avoir des architectures aussi légères. On voit bien que là encore, le métal répond à une forme d'imaginaire. On parlait de Philibert Delorme tout à l'heure, maintenant on est à Pompéi. L'autre grande bibliothèque de la Brouste, c'est la Bibliothèque nationale, et cette fameuse grande salle de lecture avec ses 9 coupoles, dont on célèbre là actuellement, en ce mois de juin 2018, le 150e anniversaire, puisqu'elle a été inaugurée en juin 1868. Salle très remarquable qui présente beaucoup d'analogies avec la bibliothèque Sainte-Geneviève, sinon par sa forme, du moins par ses grands arcs en plein cintre qui ont une portée équivalente, une dizaine de mètres. Le plan est lui-même très différent, on n'a plus des voûtes en berceau, mais bien 9 coupoles, comme je vous l'ai dit, et un emploi du métal très différent. Ce n'est plus de la fonte ici, c'est du fer, et une inspiration également très différente, puisque voilà une photographie tout à fait saisissante prise pendant le chantier de restauration de ce qu'on appelle aujourd'hui la salle Labrouste. Voilà la sous-face de ces immenses coupoles. Et puis voilà une photographie prise dans les combles, c'est les mêmes coupoles vues de dessus. Et puis la proposition d'analogie que je propose de faire avec les robes que portaient les femmes de l'époque, c'est-à-dire les crinolines. Les crinolines, ces immenses robes à panier, s'étaient considérablement développées dans les années 1850, grâce notamment à un allègement des éléments de structure qui n'étaient plus ces éléments en osier ou en baleine de je ne sais quoi, mais qui étaient précisément des éléments métalliques empruntés à l'architecture. Donc la mode s'est inspirée de l'architecture et il me semble qu'on peut voir dans les coupoles de la Brouste l'architecture qui, en retour, s'inspire de la mode. La structure des crinolines est bien celle qu'adopte la Brouste pour ces immenses coupoles. La couleur même des coupoles, d'ailleurs, ce blanc un peu nacré des faïences qui permet de réfléchir la lumière, évoque le jupon des crinolines et ces décors un peu framboises évoquent également les galons des robes des dames. C'est du moins l'interprétation que je propose d'en faire. Chose également très remarquable, voilà un détail de la bibliothèque Sainte-Geneviève à gauche, un détail de la bibliothèque nationale à droite. Donc de la fonte, des éléments moulés ici. Ici, quelque chose de beaucoup plus industriel, c'est du fer avec ces croix de Saint-André qui se répètent. Ces 2 bibliothèques témoignent d'un même intérêt de la Brouste pour ce qu'on a appelé la construction ornée. Les contemporains de la Brouste disaient, je ne l'ai pas trouvé sous sa plume lui-même, mais ses contemporains, lui prêtaient cette formule, l'architecture, c'est la construction ornée, c'est-à-dire la subordination du décor aux lignes de la construction. Et il y a quelque chose de tout à fait remarquable dans le travail de la Brouste qui anticipe bien ce qu'écrira Viollet-le-Duc plus tard. Donc, puisque nous changeons la matière, la forme doit changer. La Brouste, naturellement, n'avait pas attendu Viollet-le-Duc pour mettre ça en œuvre. Les formes moulées de la fonte s'accordent absolument au principe ornemental qui met en place la bibliothèque. On en reparlera avec ceux d'entre vous qui viendront à la visite de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Mais il affirme en quelque sorte les éléments structurels de sa bibliothèque. À droite, c'est plus flagrant encore, puisque ces grands arcs de fer sont riftés. Et les rifter, plutôt que de les cacher, la Brouste décide de les souligner, de les peindre en or, et il peint pour les relier ce filet doré qui, par parenthèse, évoque le lacet qui fermait les corsets des dames.
qu'on reste dans l'analogie vestimentaire de ces dames de l'époque. Donc un moyen pour la Brousse de souligner véritablement les lignes de la construction plutôt que d'essayer de les masquer, d'en tirer un parti esthétique tout à fait fort. La photographie du bas vous montre la poutre métallique avec ses rivets également dans des réserves de la bibliothèque, donc des endroits qui ne sont pas accessibles au public, mais on voit que même dans des endroits un peu secrets, la Brousse témoigne du même souci de mettre en valeur les lignes de la construction. Enfin, dans cette bibliothèque nationale, un espace tout à fait remarquable, ce qu'on appelle le magasin central des livres, à l'arrière de la salle de lecture. Voilà une photographie prise à la fin du XIXe siècle, donc dans l'état dans lequel la Brousse l'avait construite. Un immense entrepôt de livres, un grand magasin de livres, avec un éclairage zénital. Le magasin est complètement fermé sur ses 4 faces par des murs pleins. Il fallait, pour des raisons de sécurité incendie, limiter au maximum la communication avec les autres espaces de la bibliothèque. La lumière ne pouvait donc venir que du haut. Un système de shade est placé dans les hauteurs avec en dessous un plafond vitré, c'est ce qu'on voit ici en partie haute. La lumière donc arrivait du haut et pour se diffuser à travers les étages traversait des caillebotis en fonte qui à chaque étage donc permettaient de circuler et d'aller chercher les livres. Il n'était pas question qu'il n'y ait aucune source d'éclairage artificiel, c'était que la lumière naturelle, là aussi pour des raisons de sécurité, qui éclairait la Bibliothèque nationale. Ce qu'il y a de très remarquable dans cet espace, c'est que la construction métallique qui permet un espace aussi nouveau permet également une sorte de dématérialisation de l'architecture en quelque sorte, puisque nous voilà dans un espace qui n'a plus ni plafond, ni véritable mur, on a des étagères, ni plancher. Vous marchez sur ces caillebotis de fonte comme sur du vide. Les caillebotis avaient été masqués par des plaques de tôle pendant des années et pendant le chantier que j'ai eu l'occasion de visiter, on a enlevé les plaques de tôle. Ça a duré assez peu de temps. On a remis depuis une sorte de résille un peu transparente, un peu plus serrée. Mais j'ai eu l'occasion d'aller voir le chantier, d'aller voir les caillebotis de fonte de la Brousse sans rien d'autre que les caillebotis tels qu'ils les avaient pensés. Et j'ai eu cette expérience de marcher sur ces caillebotis. L'expérience était absolument extraordinaire parce que je me voyais marcher dans les airs. On voit 3 étages en dessous et il y a quelque chose d'absolument aérien et de tout à fait remarquable dans les effets produits. Donc une forme de dématérialisation de l'architecture qui est tout à fait à la fois extrêmement poétique et extrêmement novatrice. On termine sur une ouverture vers le mur rideau. Alors je vais aller plus vite, mais pour dire, on est encore bon ? Pour dire que le métal réduit à des questions structurelles va permettre la construction en pan de fer, comme on parlait de pan de bois pendant longtemps. Le mur n'a plus de nécessité puisque la structure d'un bâtiment peut se réduire simplement à une succession de poteaux. On l'a vu dans le cas des halles par exemple. Et pour les façades, c'est la même chose puisque une simple grille verticale va constituer les façades. Je n'ai pas, d'ailleurs, à propos du magasin central de la Brousse qu'on a vu il y a un instant, je n'ai pas précisé qu'un contemporain, pour expliquer au lecteur le magasin central qu'on a vu, disait c'est le principe des cadres de bouteilles en fer. Ce qui est très intéressant, ces cadres de bouteilles qu'on descend dans les caves. C'est effectivement le principe qu'a adopté la Brousse pour le magasin central. Donc on a la même idée aussi pour le pan de fer. La façade est réduite finalement à quelque chose d'extrêmement léger. Les matériaux qui vont fermer la façade sont un simple remplissage. En voilà 3 exemples dans la dernière partie du XIXe siècle. À gauche, un immeuble d'habitation, on est du côté de la gare du Nord. En haut à droite, une école primaire dans le 19e arrondissement. Et en bas à droite, un bâtiment industriel, une usine électrique construite par Paul Friézé le long du canal Saint-Martin. Le pan de fer donc, est adopté pour différents usages et il se montre volontiers, on est à la fin du XIXe siècle, les temps ont changé. Désormais, il fait partie d'une esthétique tout à fait urbaine et tout à fait acceptée. Autour de 1900, on voit se multiplier également des associations pierre-fer. On en voit ici un exemple avec un immeuble de la rue de Réaumur. On est entre 1900 et 1905-6. Et puis à droite, rue Saint-Honoré, un beau window sur l'angle d'un bâtiment. Là aussi, une construction métallique extrêmement légère et tout à fait intéressante et tout à fait novatrice, ce qui donne quelque chose de tout à fait nouveau au paysage parisien. Immeuble également très remarquable, toujours rue de Réaumur, l'immeuble construit en 1904-1905 par Chedanne, qui est un immeuble en pan de fer avec un remplissage de verre. On va vers une sorte de disparition complète
de la façade en tant qu'occultation, il était intéressant de constater que cet immeuble très radical, on n'éprouve plus le besoin de remplir par des briques ou je ne sais quels autres matériaux. Le verre suffit complètement désormais. Il est intéressant de voir que cet immeuble est contemporain des premiers chefs-d'œuvre du béton armé. Je pense à l'immeuble des Frères Perret de la rue Franklin, par exemple, en 1903. Vous voyez qu'au moment où le fer acquiert en quelque sorte une sorte de vraie maturité, arrive un deuxième matériau qui ne va pas le concurrencer, puisque désormais, les deux matériaux, le béton et le fer, avanceront parallèlement et produiront l'un et l'autre de nouveaux chefs-d'œuvre tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà un exemple, alors, une photographie d'un bâtiment métallique important des années 60. Il est terminé en 1969, je n'ai pas mis les dates, pardon. La Maison des Sciences de l'Homme, boulevard Raspail, de Lotz, de Pont et Beauclerc. Surtout connu pour ses façades avec ses volets articulés. Mais je montre à dessein une photographie prise pendant le chantier de restauration, de rénovation même complète, qui montre que progressivement, l'architecture métallique fait disparaître la façade complètement. On a ici une succession de grands planchers de béton, le métal formant désormais un simple mur rideau qui vient occulter le volume. Et une dernière image que je voulais vous montrer, on conclura avec Prouvé, l'exemple d'un bâtiment de Niemeyer tout à fait remarquable, le siège du Parti communiste français, place du colonel Fabien, avec un mur rideau de Prouvé, c'est-à-dire là, cette fois, une disparition complète de la façade en tant qu'occultation. Ça n'est plus qu'un immense pan de verre derrière lequel on peut bénéficier de lumière et aussi beaucoup de chaleur. Il y fait très très chaud, mais néanmoins, c'est extrêmement beau et ces façades sont extrêmement bien dessinées. Elles ont une trentaine d'années. Elles n'ont pas vieilli en tout cas dans leur aspect, la modernité est toujours la même, et nul doute que quelqu'un comme Labrousse ou quelqu'un comme Viollet-le-Duc aurait également trouvé ça tout à fait remarquable, puisque nous changeons la matière, la forme doit changer. On est bien arrivé à quelque chose de cet ordre-là. La légèreté, une esthétique assumée, la lumière qui rentre, c'était le souhait, le vœu de tous les architectes depuis au moins le Moyen-Âge. Voilà une histoire qui continue à s'écrire et qui continue à s'écrire encore au XXIe siècle. Merci à vous. Merci beaucoup Marc Lecoeur.